Bonsoir, merci d'être venu ce soir et d'avoir bravé les éléments. Je rappelle brièvement ce qu'était l'objet de cet atelier, qui était de faire découvrir à travers des portraits de personnages ce qu'a été la vie des Juifs en Afrique du Nord. Une histoire qui est souvent méconnue encore aujourd'hui, puisque de toute manière, l'histoire des Juifs est quand même relativement le parent pauvre de l'histoire générale. Au sein de l'histoire juive, malheureusement, il y a une prédominance de l'histoire de la Shoah, ce qui s'explique de manière extrêmement logique, mais ce qui est quand même relativement dommage, d'autant plus que personnellement, je n'ai que fort peu d'attrait pour l'histoire lacrymale, l'histoire qui pleure, et que je préférerais qu'à travers les âges, lorsque l'on traite de l'histoire des Juifs, on en voit aussi les côtés positifs et pas uniquement les pogroms, etc. Alors je le dis, je le répète à chaque fois, évidemment il ne faut pas non plus nier ce qu'était la vie des Juifs en Afrique du Nord. Et d'ailleurs on va le voir ce soir, ce n'était pas toujours très drôle. Alors c'est un cycle qui a débuté en janvier, qui va se poursuivre l'année prochaine. Mais pour l'instant, on a vu différents cas de figure. On a eu tout d'abord une première conférence sur la famille Cohen-Tanouji qui nous a amené du XIIIe au XXe siècle. Donc 7 siècles d'une famille qui a été successivement en Espagne, en Turquie, en Tunisie, en Algérie et maintenant en France et en Israël. Après, on avait fait une plongée dans le Maroc avec l'histoire de 2 familles de diplomates marocains, juifs marocains au XIVe et au XVIIe siècle. Diplomates, les premiers diplomates finalement au service du sultan de Fès pour l'un d'entre eux, et qui donc ont mené une carrière aussi brillante que courte, puisque les deux malheureusement ont fini par être assassinés. Mais c'est quand même la première fois que l'on assiste que l'on est en présence de juifs de cour, ce qui va après se poursuivre de manière soutenue, notamment au Maroc. Et la dernière séance, la 4e, était sur la famille Borgel, donc une famille de Tunisie, provenant probablement d'Espagne, mais qui a vécu en Tunisie à partir du XVe siècle et jusqu'au XXe siècle, et qui a eu un parcours en fournissant la communauté juive tunisienne en dirigeant communautaire et en rabbin. Alors là, pour la séance que j'ai choisi d'animer, je vais, moi, non pas me consacrer à une famille, mais uniquement à un couple. Donc on va être sur une période beaucoup plus courte, on va travailler uniquement sur une trentaine d'années en tout et pour tout. Et évidemment, fonction oblige, j'ai décidé de travailler sur un couple d'instituteurs de l'Alliance israélite universelle, Oro et Yom Tov David Semach, instituteurs pour qui j'ai une profonde affection, puisque mon premier article scientifique portait sur Oro Semach en 2003, donc décidément j'ai une vieille histoire avec Oro Semach. Un petit point pour l'archiviste et l'historien que je suis, l'exposé que je vais vous présenter ce soir va comporter plusieurs sources. J'en parlerai au fur et à mesure, mais autant le dire très clairement dès à présent. Il y a évidemment les archives de l'Alliance israélite universelle, archives absolument considérables qui traitent de la vie des différentes communautés juives d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, à travers les rapports des instituteurs, que les instituteurs étaient obligés d'envoyer de manière extrêmement régulière à la direction française de l'Alliance. Et donc nous avons comme ça des informations tant sur la vie et le fonctionnement des écoles que plus généralement sur l'histoire des communautés. Et cela peut aller de dissertations quasiment sur les plats que les juifs de Meknes mangent le soir de la Pâque, à des cérémonies sur je ne sais quel saint en Tunisie, ou encore l'architecture de palais en Irak. C'est donc véritablement des sources extrêmement larges et qui vont bien au-delà de l'histoire stricto sensu de l'Alliance. D'autre part, ce sont des fonds que nous sommes en train de numériser petit à petit et qui donc de plus en plus vont être disponibles à la consultation, non pas uniquement à la bibliothèque, mais tournés vers le grand public. En dehors de ces archives, je travaillerai également en vous présentant de nombreuses photos des différentes villes où les Semach ont séjourné. Et comme source principale pour reconstituer finalement le parcours d'Oro et Yom Tov Semach, j'ai travaillé sur le journal que Yom Tov Semach a écrit pendant plus de 25 ans
et également sur le travail que leur fille, Madeleine Oyo, a consacré à ses parents en rédigeant 150 pages sur l'action de ses parents au sein de l'Alliance, en se basant principalement, là aussi, sur le journal de son père et sur nos archives. Ce qui me frappe tout d'abord avec ces instituteurs, ce sont des instituteurs qui ont consacré leur vie à l'Alliance. Ils sont rentrés à l'Alliance, ils avaient à peu près 10 ans en tant qu'élèves. Ils en sont partis à la retraite et l'un comme l'autre n'y ont pas survécu, puisque à peine un an et demi après leur retraite, ils sont décédés. Donc c'est vraiment une vie qui est consacrée à l'Alliance, et c'est ce que Yom Tov Semach écrit à la fin de sa vie. J'ai 2 citations. « Les historiens futurs, peut-être nous, seront étonnés de voir cette société fondée pour le relèvement des Juifs miséreux jouer un rôle décisif, devenir un des facteurs dans le rayonnement de la pensée humaine. Quant à l'œuvre de l'Alliance, vous savez que je lui ai voué ma vie. Sans trêve ni repos, sans un jour de détente, j'accomplis tout le long de l'année ma lourde tâche et je m'efforce également par la plume et par la parole de servir les intérêts du judaïsme. » Très brièvement, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur la création de l'Alliance. Nous savons tous ce que c'est, donc je vais aller extrêmement vite. Il s'agit de la première société philanthropique internationale créée par des Français israélites épris des idéaux de la Révolution française, de ce que la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme a apporté aux Juifs de France, c'est-à-dire pour la première fois le fait d'être citoyens égaux en droit et en devoir par rapport aux autres habitants du pays, par rapport aux chrétiens. C'est la première fois que les Juifs sont des citoyens comme les autres, et cela va profondément jouer dans ce que vont faire ces Français israélites, parfaitement intégrés à la société française, qui ont réussi sur le plan intellectuel, sur le plan économique, mais qui avant tout ont connu une réussite extraordinaire en France, et qui veulent en faire profiter le reste de leur corps religionnaire à travers le monde, d'autant plus que c'est une période extrêmement difficile pour des Juifs de différentes parties du monde. Je ne reviendrai pas sur différentes affaires antisémites, l'affaire Mortara, l'affaire de Damas, nous savons tous ce que c'est, mais c'est ce qui va entraîner la première politique internationale de soutien aux Juifs. Ici, vous pouvez lire quelques extraits de la déclaration de création de fondation de l'Alliance. Donc il s'agit de l'appel de 1860 et qui appelle très clairement les Juifs en disant « Soutenez-nous si vous considérez que le modèle français est un modèle qui réussit et qui permet l'intégration des Juifs. Il faut apporter les lumières, la citoyenneté aux Juifs dans les autres pays du monde. » Si je vous l'ai mis, c'est parce que nous savons tous que finalement l'Alliance, c'est avant tout un réseau scolaire. Et ce qui est toujours très frappant pour les historiens, c'est qu'au début, en tout cas les toutes premières années, ça a changé extrêmement vite, mais les toutes premières années, il n'est pas question de créer des écoles. Il s'agit avant tout, l'Alliance pour les premiers temps, c'est avant tout une action politique. Alors cela va changer extrêmement rapidement, au bout de quelques mois, puisque par exemple, dès 1862, il y a la première école de l'Alliance qui est créée à Tétouan, et petit à petit, tout un réseau scolaire va fonctionner. Mais avant tout, c'est une organisation internationale qui veut remplir des objectifs politiques. Le fait est qu'elle s'aperçoit très vite que pour remplir ces objectifs politiques, il faut avant tout créer un réseau d'écoles, tout simplement pour éduquer à l'occidental, pourrait-on dire, les masses juives. Alors, les fondateurs de l'Alliance sont extrêmement peu nombreux, puisqu'ils sont en fait 6 et disons 7, vous voyez leur portrait, et il y a parmi eux des enseignants, un rabbin, un ingénieur également, donc ce que je disais, tous des Français israélites parfaitement intégrés, ayant brillamment réussi leur vie, et qui d'autre part sont relativement jeunes. Il y a beaucoup de trentenaires dans les fondateurs de l'Alliance. Alors le fait est que pour nous l'Alliance, à sa création, cela reste avant tout un personnage, Adolphe Crémieux, qui a été président de l'Alliance, qui a été également ministre à plusieurs reprises en France, notamment ministre de la Justice, et on lui doit le décret qui porte son nom, le décret Crémieux, qui accorde la nationalité française aux Juifs, la citoyenneté française, pardon, aux Juifs d'Algérie. Mais Adolphe Crémieux, pour toutes sortes de raisons personnelles, ne va pas participer directement
à la création de l'Alliance en 1860. Il est averti de cette création, il la soutient, il ne veut pas apparaître au premier plan à cause de raisons finalement personnelles. Il a peur de mettre en danger cette œuvre parce que sa femme et ses enfants viennent de se convertir au catholicisme et il a donc peur d'être un poids pour une organisation juive internationale en train de naître. Il n'empêche que rapidement l'Alliance va avoir recours à lui puisque dès 1864, si je ne me trompe pas, il devient président de l'Alliance et va beaucoup œuvrer en faveur de cette institution. Petit détail, Adolphe Crémieux, on le cite toujours pour le décret Crémieux, éventuellement l'Alliance. On oublie un peu trop souvent que c'est aussi lui qui a mis en place le premier divorce en France qu'une femme pouvait demander. Donc il était déjà intéressé en tant que ministre de la Justice par les droits de la femme. C'est le premier à avoir publié un décret qui permettait aux femmes d'obtenir le divorce si elles subissaient des violences conjugales. Le décret n'a pas été vraiment appliqué, mais encore aujourd'hui, quand on étudie l'histoire juridique de ce pays, on se souvient d'Adolphe Crémieux pour ce premier décret. Alors je vous disais que l'Alliance, c'est avant tout un réseau scolaire, et vous voyez ici le réseau qui va se développer. Et en 1914, il y a plus de 180 écoles qui fonctionnent dans le réseau de l'Alliance. C'est principalement l'Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Égypte, le Moyen-Orient, Palestine, Syrie, Liban, l'Irak, l'Iran, etc. Et également les Balkans, la Yougoslavie, la Bulgarie, l'Empire, ce qui est alors l'Empire ottoman avec la Turquie et les pays autour. Un tout petit détail, il n'y a quasiment pas d'école de l'Alliance en Algérie. Et cela s'explique extrêmement facilement. Les Algériens, les Juifs algériens sont des citoyens français à partir de 1870 et donc ils bénéficient tout simplement des écoles de la République et n'ont donc aucunement besoin d'écoles de l'Alliance. En revanche, l'Alliance va y ouvrir quelques œuvres d'apprentissage pour que les Juifs apprennent des métiers manuels et également des cours d'éducation religieuse, en fait des Talmud et Torah qui vont être ouverts par l'Alliance en Algérie, ce qui explique que jusque dans les années 70, il y avait des Juifs d'Algérie en France, installés en France, qui ne disaient pas aller au Talmud Torah, mais aller à l'Alliance, ce qui était synonyme pour eux de Talmud Torah, et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi ils utilisaient ce terme. Mais en fait, tout simplement parce que dans ces villes, les Talmudés Torah principaux qui fonctionnaient étaient fonctionnaient grâce à l'Alliance. Alors, je vous remontre quand même une seconde les portraits des deux héros de la soirée. Pardon, avec donc Oro Guéron et Yom Tov David Semar. Commençons par Yom Tov Semar. Il naît en 1869 en Bulgarie, à Yamboli. Il vient d'une famille qui est originaire en fait d'Andrinople, une famille rabbinique d'Andrinople extrêmement célèbre et importante, mais son grand-père, lui, ne va pas devenir rabbin, mais commerçant, et c'est pour cela, pour des raisons commerciales, qu'il va s'installer à Yamboli. Le père de Yom Tov est également un commerçant, mais lui le père va être marqué avec toute sa famille par la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie, guerre qui va avoir lieu notamment en Bulgarie, alors c'est assez compliqué, mais en gros la ville va être possédée successivement par les Russes, par les Turcs, par les Bulgares, et chacun des trois peuples va mettre à sac la ville, ce qui pousse la famille Semar à s'enfuir par la route dans des conditions absolument atroces, rappelle Yom Tov. Et en fait, ils arrivent jusqu'à Andrinople, le berceau de la famille, pour se réfugier pendant quelques années. C'est ce qui explique d'ailleurs cette origine d'Andrinople, que la langue maternelle de Yom Tov Semar soit le judéo-espagnol. C'est la langue qu'il parle à la maison, mais comme à Andrinople, il va fréquenter non pas l'école de l'Alliance, mais une école sioniste, donc dans les années 1870, c'est parmi les premières écoles sionistes. Il va apprendre également l'hébreu moderne, ce qui était ce qu'on peut difficilement appeler hébreu moderne, mais en tout cas un hébreu qui n'était pas déjà plus tout à fait biblique, et c'est ce qui va lui donner une excellente culture juive
qui va lui servir tout au long de sa carrière à l'Alliance. Après quelques années à Andrinople, étant donné que la guerre a pris fin, la famille retourne à Yamboli. Et là, Yom Tov, cette fois-ci, intègre l'école de l'Alliance qui a été créée quelques années plus tôt. Il est l'un des meilleurs élèves et comme c'est l'un des meilleurs élèves, il va être envoyé à l'âge de 16 ans, donc extrêmement jeune, à l'école normale israélite orientale. Cette école qui a été créée vraiment peu d'années auparavant, puisqu'il y est envoyé en 1887, et c'est une école qui a pour mission de former les instituteurs, les futurs instituteurs de l'Alliance. Et quoi de mieux comme instituteur que recruter les meilleurs élèves du réseau scolaire. Alors je vous montre deux photos qui sont bien peu postérieures à la période de Yom Tov Semar, parce que là je n'en ai pas trouvé. Vous avez à gauche, devant le fameux Moïse, réplique d'une statue de Michel-Ange, une promotion de l'école normale des années 50, avec au centre, évidemment, enfin juste sur la gauche, le philosophe Emmanuel Lévinas, qui a longtemps dirigé cette école, mais qui à l'époque, en tout cas sur la photo, n'était encore que l'un des enseignants. Et à côté, la façade de l'immeuble, que je vous montre tout simplement, puisque nous sommes ici, dans l'ancien bâtiment de l'école normale, restaurée depuis 2 ans par l'Alliance. Donc Yom Tov Semar, tout jeune homme, arrive à Paris, à l'ENIO, pour passer les diplômes qui vont lui permettre d'être enseignant. Et comme le réseau scolaire de l'Alliance est un réseau qui est fondé sur le modèle français, il va passer exactement les mêmes examens que tout instituteur français qui serait amené après à aller enseigner en Ardèche, dans les Vosges ou en Bretagne. Il passe donc les brevets élémentaires et supérieurs qui lui permettent d'enseigner. Il les passe évidemment brillamment. Et il a également d'excellents résultats en hébreu, puisque je vous ai dit que c'était une langue qu'il avait apprise très jeune. Mais, et je vais vous le répéter souvent ce soir, Yom Tov Semar, disons-le franchement, a un sale caractère. Et à peine à l'âge de 18 ans, il envoie des lettres à ses professeurs pour expliquer que la formation qu'il a suivie à l'ENIO est extrêmement mauvaise. On les forme mal à être prof et qu'il faut vraiment revoir les choses. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je vous le dis maintenant, mais ça a de l'importance. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il se plaint non pas de ne pas avoir suffisamment bien appris le français, les maths ou l'hébreu, mais il se plaint amèrement de la mauvaise formation qu'il a reçue en dessin et en musique. Ça le perturbe beaucoup. En même temps, il profite quand même de la vie parisienne, va régulièrement au théâtre, à l'opéra, quand on leur offre des places, parce qu'en fait, évidemment, nos futurs instituteurs sont extrêmement pauvres, mais il va passer 4 années à Paris, qui est quand même à l'époque la capitale. Le pauvre qui est parti de Bulgarie, qui a la chance de se rendre à Paris, d'y passer 4 ans, les années quasiment de son adolescence, de sa formation de jeune homme, à peine fini l'école normale, il va être envoyé à Sousse en Tunisie. Et là, pour lui, évidemment, c'est un choc, parce que passer de Paris à Sousse et de passer d'étudiant à instituteur ayant des responsabilités professionnelles dans des situations extrêmement peu simples, c'est quand même tout à fait désagréable. C'est ce qui va expliquer certaines des lettres, parce que comme je vous le disais, il envoie des lettres au comité central de l'Alliance, à la direction de l'Alliance très régulièrement, et il va y avoir des lettres qui sont assez bizarres, en tout cas pour nos yeux d'aujourd'hui. Alors je me permets de vous en citer une. Ne sautez pas au plafond, mais voici ce qu'il dit. Le juif de Tunisie est particulièrement intelligent. On ne le dirait pas au premier abord. On penserait plutôt que son corps s'est développé aux dépens de son esprit. Il n'en est rien. Ces hommes gros et gras, qui ont de la peine à se tenir sur leurs jambes enflées, ont une figure très expressive, de grands yeux noirs qui brillent d'un vif éclat. Alors évidemment, lu comme ça, on dirait aujourd'hui évidemment que c'est un texte raciste. Mais cela montre bien en fait quelle est sa position. Jeune juif qui a été modelé par les valeurs françaises, qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, parce que s'il connaît quelque chose, c'est la Bulgarie, la Turquie et un peu la France. Il arrive comme ça en Tunisie et c'est pour lui véritablement un choc culturel. Et c'est extrêmement important dans l'histoire de l'Alliance parce que de manière générale,
les instituteurs ne sont jamais envoyés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les instituteurs ne sont jamais envoyés là où ils sont nés. Il y a des écoles là, dans leur ville natale, mais on ne les y envoie jamais parce qu'on a peur, la direction de l'Alliance a peur qu'ils subissent des pressions de gens qu'ils connaissent, notamment les rabbins, les dirigeants communautaires, contre lesquels il faut lutter pour toutes sortes de raisons, j'y reviendrai ensuite. Et donc on les envoie loin en se disant là-bas ils n'auront ni famille ni amis, ils se contenteront de travailler pour l'Alliance et de ne rien faire d'autre. Il n'empêche que c'est quand même relativement difficile. Autre point marquant pour Yom Tov Semach, contrairement à beaucoup d'autres instituteurs, il est relativement aimé par la direction de l'Alliance, qui va donc quand même accepter un certain nombre de choses. Notamment le fait qu'à peine 2 ans après la Tunisie, donc il reste 2 ans à Sousse, à cause d'une situation familiale extrêmement difficile, son père est mourant, il a une mère, 2 sœurs, un frère qui vont devenir complètement à sa charge, l'Alliance accepte de le rapatrier en Bulgarie. Et c'est comme ça qu'il va être nommé une première fois à Philippopolis, en Bulgarie, donc pas trop loin de sa famille. Mais c'est aussi quelque chose qui est très marquant pour nos instituteurs, c'est qu'ils ne restent jamais en place. Et on va le voir, ils vont faire en 30 ans, Oro et Yom Tov Semach, environ une dizaine de postes. Il reste très peu de temps au même endroit, et donc à Philippopolis, il va rester à peine 6 mois. Il va être nommé à Tatar Bazardjik en 1894, où il devient directeur. Donc vous l'imaginez, directeur d'école à 25 ans, une école avec un personnel d'environ 20 professeurs ou assimilés professeurs et 400 ou 500 enfants. Alors je vous ai parlé pour l'instant de Yom Tov Semach, mais je vous parle ce soir d'un couple, donc arrivons à Oro Guéron. Oro Guéron, qui est en poste à Tatar Bazardjik en même temps que Yom Tov Semach, qui est, elle, la directrice de l'école des filles, tandis que Semach est directeur de l'école des garçons. Et évidemment, 1 an après s'être rencontrés, ils se marient. Alors revenons quand même sur Oro Guéron, qui, elle, est née à Tatar Bazardjik en Bulgarie en 1874. Son père a beaucoup travaillé, a beaucoup œuvré en faveur de l'Alliance. C'est un promoteur de l'école de l'Alliance et c'est également un très bon hébraïsant. Alors elle aussi, Oro Semach fréquente directement, elle, l'école de l'Alliance, d'autant plus que son père en est l'un des dirigeants. Et elle va être repérée comme l'une des meilleures élèves et envoyée, elle aussi, à Paris pour devenir institutrice. Elle, il n'y a pas d'école normale pour les filles à cette époque. Elle est envoyée dans une pension où elle passe 4 ans, suivant les cours de l'école normale habituelle, donc pas l'école normale israélite orientale, mais une école normale française. Et elle va donc passer 4 ans à Paris. Je vous montre ici un document qui m'importe énormément, qui est la fiche retraçant sa carrière. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros vous avez un état civil qu'il a décrit brièvement, puis les diplômes qu'elle a obtenus, la liste des postes où elle a été institutrice, et enfin ses salaires successifs. Et j'y reviendrai, elle n'est pas devenue riche en travaillant pour l'Alliance. Alors, un tout petit instant sur ce document, parce que je suis quand même archiviste, donc il faut que je vous en parle, d'autant plus qu'il a une histoire particulière. Pendant très longtemps, quand on travaillait sur l'histoire de l'Alliance, c'était un vrai casse-tête parce qu'on avait difficilement la possibilité de retracer l'histoire et le parcours des différents instituteurs. Et on se demandait en fait pourquoi on n'avait pas comme ça des fiches qui avaient été faites et qui retraçaient le parcours de chaque instituteur. Quand on est une administration comme l'Alliance qui a quelques centaines de professeurs, cela paraît évident. En fait, il s'avère un point de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'en 1940, lorsque les Allemands arrivent à Paris, quelques jours vraiment après leur arrivée, ils vont au siège de l'Alliance rue La Bruyère, parce que pour eux, l'Alliance israélite universelle, d'une certaine manière, avec un nom pareil, ils ont découvert ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire le complot juif international. Je pense qu'ils ont été déçus, mais en tout état de cause, ils vont ramasser tout ce qui se trouve dans les locaux de la rue La Bruyère, et notamment la bibliothèque et les archives de l'institution.
C'est une histoire extrêmement complexe. Je vous renvoie aux travaux qu'avait publié Jean-Claude Kuperminck sur le sujet, notamment dans le livre dirigé par André Caspi sur l'histoire de l'Alliance. Mais pour le faire court, la bibliothèque va être récupérée, en tout cas dans sa plus grande partie, en 1945, parce qu'elle va se trouver dans une zone d'occupation américaine en Allemagne. Et donc, grâce aux efforts du grand rabbin Libert notamment, elle va revenir à Paris relativement rapidement, même si on a encore jusqu'à aujourd'hui des manques. Et nous avons des livres qui sont marqués, qui ont été tamponnés par les nazis pour intégrer les fonds des bibliothèques nazies. Concernant nos archives, une partie des documents n'avait jamais été retrouvée. Il s'avère, là encore, je vous passe les détails, que ces documents, pour toutes sortes de raisons, étaient en zone soviétique et en zone d'occupation soviétique de l'Allemagne, et que donc les soviétiques ont ramassé tout ce qui se trouvait dans leur zone et les ont ramenés en URSS. Les documents en question sont restés en Russie jusqu'en l'an 2000. Donc ils ont passé plus de 50 ans loin de notre siège et ne sont revenus finalement qu'en 2000, où nous les avons classés. Ça a été ma première mission à l'Alliance. C'était ce qu'on a appelé le fonds Moscou, qui comprend énormément de documents. Donc revenons à Oroguéron, qui, elle, de Paris, est envoyée à Tanger. Elle a 18 ans. Elle se retrouve toute seule dans une ville qu'elle ne connaît pas. Et cela va être très difficile. Et très difficile pour des points qui nous paraissent de détail, mais qui, dans sa correspondance, montrent de réelles difficultés. Alors tout d'abord, elle se plaint parce que quand elle arrive à Tanger, elle est censée occuper un appartement qui est réservé à l'institutrice de l'Alliance, et elle s'attend à y trouver un minimum de meubles. Or, en fait, il s'avère que l'institutrice précédente est partie avec tous les meubles. Et donc, on a une correspondance de 2 mois pour Oroguéron, qui demande à ce que l'Alliance la dédommage parce qu'elle est en train de s'acheter du mobilier, elle n'a pas de salaire, enfin c'est difficile. Et donc, c'est quand même une vie que je trouve extrêmement spartiate, puisque donc, en gros, elle va acheter un lit en fer, un paillasson, un matelas, 2 oreillers, 2 couvertures, un couvre-pied, un lavabo, une table de nuit et une glace. Et bon, ça paraît pas énorme, mais il va falloir qu'elle arrive à convaincre les dirigeants de l'Alliance de la rembourser, et ça va être extrêmement compliqué. Alors bon, elle est quand même avant tout une institutrice, et elle raconte au travers de sa correspondance les difficultés qu'elle a pour enseigner en français à une population de petites filles qui ne parlent pas français. Donc c'est vraiment sa première difficulté. Elle écrit: lorsque je leur fais un cours, presque tout l'effort de leur intelligence porte sur la nécessité de comprendre d'abord les mots. Une fois les mots expliqués, il faut répéter la phrase pour leur faire saisir l'idée. Elle se demande également pourquoi il est tellement nécessaire de leur raconter l'histoire de l'Angleterre, de leur faire comprendre à des enfants de 7 ans l'histoire de l'Angleterre, et tout ça en 3 heures. Donc elle demande à ce que le programme soit un peu modifié, parce qu'elle trouve que, bon, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de leur apprendre l'histoire de l'Angleterre? Et si c'est vraiment nécessaire, pourquoi en aussi peu de temps? Bien. Elle a 19 ans, et tout d'un coup, elle va devenir directrice de l'école de Tanger. En effet, la directrice est longuement malade, et donc on décide de choisir la plus jeune institutrice pour devenir directrice par intérim, ce qui lui pose énormément de difficultés pour gérer le reste du personnel qui voit la petite dernière devenir directrice. Mais elle va quand même y réussir. Cela montre à mon avis la confiance qu'a en elle l'Alliance, ou en tout cas le peu de confiance que l'Alliance avait pour le reste du personnel de l'école de Tanger. C'est selon les interprétations. Mais donc, en tant que directrice, elle va surtout faire une chose, c'est réorganiser l'aide sociale, parce qu'il faut aussi aider les enfants qui sont très pauvres. Et donc, notamment, elle va gérer une œuvre d'habillement pour fournir des vêtements neufs au printemps à l'école aux filles les plus pauvres de l'école. Alors, ce qui ressort surtout de toute sa correspondance, c'est que l'éloignement d'avec sa famille lui est de plus en plus pénible. Elle vient de Bulgarie, elle arrive dans une société qu'elle ne connaît pas, elle travaille énormément, elle ne se fait quasiment pas d'amis à Tanger, et au bout de 5 ans, tant passés à Paris qu'à Tanger,
Elle écrit à plusieurs reprises au comité central en leur disant « Mais attendez, j'ai appris qu'il y avait un poste qui se libérait en Bulgarie. Est-ce que vous ne voudriez pas m'y nommer etc., etc. » Dans une des lettres, elle leur dit « Vous m'avez promis un poste en Bulgarie pour l'année prochaine, alors il serait peut-être temps de tenir votre promesse. » Et là, à côté, le secrétaire général de l'Alliance marque en annotation « Elle n'a rien compris, c'est le contraire qu'on lui avait dit, qu'on ne la nommerait jamais en Bulgarie. » Donc vous voyez, les incompréhensions entre la direction de l'Alliance et le personnel, c'est quelque chose d'extrêmement frappant. Finalement, elle arrive à être nommée dans sa ville natale, à Tatar Bazarjik, où elle va rencontrer son futur mari. Mais alors là, il y a une anecdote que j'avais découverte en travaillant dans les archives en 2003, qui m'a traumatisé et qu'il faut que je vous raconte. De Tanger, elle prend le bateau jusqu'à Marseille pour revenir et arriver en Bulgarie. Et là, le bateau, il est tard, elle a froid. Sur le bateau, elle s'achète un café. Et une fois arrivée à Tatar Bazarjik, elle fait une note de frais de son voyage, donc le bateau, le train et je ne sais quoi. Et parmi les différents frais, elle note pour, je crois, 15 centimes, le café qu'elle a pris sur le bateau de Tanger. Et là, Jacques Bigard, secrétaire général de l'Alliance, qui a formidablement bien dirigé l'institution, mais qui avait quand même un petit côté inhumain, lui répond « Je ne vous rembourse pas le café. Quand on est prévoyant et qu'on est institutrice de l'Alliance, on prend un thermos avant de monter sur le bateau, ça coûte moins cher. » Et vous imaginez qu'il va y avoir comme ça 3 mois de correspondance entre la France et la Bulgarie à cause de l'histoire du café, parce que Oroguéron prend très mal la chose et veut absolument se faire rembourser ce café. Et ce qui m'a toujours laissé rêveur, c'est qu'en timbre, ça a dû coûter beaucoup plus cher que ces fichus 15 centimes de francs. Mais c'est comme ça. Bien, alors malgré le coût du café, il n'empêche qu'à 20 ans, l'Alliance la nomme directrice de l'école de Tatar Bazarjik, ce qui là encore est quand même une promotion. Et alors là, je vous passe les détails parce que c'est quand même à chaque fois la même chose. Rebelote, elle n'a pas d'appartement. Elle a finalement un appartement où elle doit loger sa mère, ses sœurs, son père est mort entre-temps. Elle n'a pas de meubles, elle est obligée d'emprunter. Et là encore, ça l'occupe beaucoup. Mais en fait, elle a des difficultés. Elle a un salaire de 1200 francs et son loyer est déjà de 600 francs. Donc vous voyez ce qui reste après pour vivre. Mais malgré tout, elle réussit là aussi comme directrice, et il y a un rapport qui lui est consacré à elle et à son mari. Madame Semar, comme son mari, applique le programme de l'Alliance. Elle est très sévère et, bien qu'originaire de Tatar Bazarjik, se fait respecter et aimer de tout le monde. Et là encore, on revoit la crainte éternelle des dirigeants de l'Alliance d'avoir des instituteurs qui, revenus sur leur terre d'origine, arriveraient mal à enseigner. Et donc l'Alliance les aime tellement qu'elle va leur offrir un tour du monde. Parce que ces braves instituteurs, en 20 ans, donc sont nés en Bulgarie, sont allés faire leurs études à Paris, ont été nommés pour l'un à Sousse, pour l'autre à Tanger, et sont renommés en Bulgarie, et alors après ils vont aller en Syrie, au Liban, au Maroc, et à chaque fois dans différentes villes. Enfin c'est vraiment un parcours du combattant. Alors leur premier poste, après Tatar Bazarjik, c'est Damas, en 1898. Donc en fait, ils n'ont passé que 3-4 ans en Bulgarie. Ils sont envoyés à Damas, où on leur dit très clairement, la situation des écoles est absolument catastrophique. Vous allez sûrement arriver à redresser les choses. Alors, en quoi la situation est-elle catastrophique? D'abord, il n'y a pas beaucoup d'élèves. La communauté juive de Damas est extrêmement pauvre. Et surtout, le grand rabbin de Damas est extrêmement hostile à l'Alliance, ce qui peut se comprendre, parce que jusqu'alors, c'était lui qui dirigeait les quelques écoles traditionnelles qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas. Mais tout d'un coup, voir arriver un réseau scolaire qui va scolariser les enfants à sa place, cela ne lui plaît pas du tout. Alors, il y a quand même à l'époque 10 000 juifs à Damas, mais quand ils arrivent dans l'école, il y a en fait à peine 50 élèves, alors que c'est une des écoles les plus anciennes dans le réseau scolaire de l'Alliance. Et donc, Yom Tov Semar décrit, là, je le cite, « décrépitude morale et physique ». 2 choses seulement les font sortir, les anciens élèves de l'Alliance, de leur indifférence, le rack, un alcool, et les danseuses.
Quant au sentiment de solidarité juive, de dignité, de respect humain, il ne les soupçonne même pas. Voilà, donc là encore, ce qui est très frappant avec ce brave Yom Tov Semach, c'est qu'il a, comme à Sousse, il a quand même un regard extrêmement négatif sur les communautés dans lesquelles il travaille. Alors une photo de l'école de Damas, un ancien palais tombé en ruine et qui sert d'école. Enfin, je trouve quand même que le cadre était plutôt agréable. Vous remarquerez notamment les mosaïques au sol. Ils vont rester quelques années... ah non, même pas du tout, en fait, je me trompe. Ils vont rester à peine 1 an à Damas. Et à Damas, on leur explique que la situation est bien pire à Bagdad. Donc cette fois-ci, on les envoie à Bagdad. C'est un des pays que j'avais oublié de vous citer. Ils sont envoyés à Bagdad. Et alors, il faut voir, ils y vont. C'est une caravane. C'est un trajet qui prend 5 mois. Enfin, c'est toute une aventure. Et là encore, rebelote, hostilité des rabbins, à peine 42 élèves, mais là ils vont avoir plus de temps pour œuvrer, ils vont rester 5 ans, et au bout de 5 ans, il y a quand même, on est passé de 42 élèves à plus de 1000. Donc il s'avère malgré tout que malgré l'hostilité du rabbin, etc., les populations juives, et c'est ce qui caractérise toute l'histoire de l'Alliance, sont très demandeuses de son réseau scolaire. Une idée qui ne vous a peut-être pas effleuré, mais que j'entends trop souvent à mon goût, l'Alliance s'est imposée à obliger les Juifs à aller dans ces écoles, à déjudaïser les Juifs, etc., etc. Excusez-moi, mais si les enfants et les parents ne voulaient pas aller dans les écoles de l'Alliance, ils ne l'auraient pas fait. Et l'Alliance n'aurait pas réussi comme elle a réussi pendant un siècle et demi. C'est quelque chose dont je vous reparlerai juste après. Donc, Bagdad, quelques photos. Vous voyez là notamment, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous la montrer, mais je pense qu'ici, ça doit être Oro Semach. Et à côté, mais là c'est vraiment trop petit, vous ne pourrez pas voir, mais c'est l'école des garçons sous la direction de Yom Tov Semach. Une autre photo d'Irak qui ne concerne pas directement les Semach, mais qui est l'une de nos photos les plus impressionnantes. Vous avez ici, c'est plus tard, l'ensemble des élèves des écoles de l'Alliance dans la ville de Bassora, et vous voyez leur nombre, c'est absolument impressionnant. Et je ne sais pas, non, vous n'arriverez pas à lire, mais en fait, il y a une banderole au fond que vous pouvez voir, et qui est hommage à l'abbé Grégoire. Et en fait, on réunit tous les élèves de Bassora en Irak pour fêter l'abbé Grégoire, cet abbé qui a lutté au moment de la Révolution française pour justement que l'on donne les mêmes droits aux Juifs qu'aux autres citoyens en France, qu'aux autres habitants français, et qui est donc devenu un symbole du combat pour l'égalité des droits. Alors, ils vont rester, les Semach, 5 ans en Irak, et ils s'y plaisent plutôt, puisqu'ils vont beaucoup apprécier en fait ce qu'ils disent, la vie mondaine à Bagdad, parce qu'ils fréquentent les différents diplomates, fonctionnaires des différents gouvernements qui sont sur place, que ce soit des Français et des Anglais. Mais c'est un pays dont ils se plaignent néanmoins parce qu'il y fait très chaud, et ça ne les empêche pas non plus de travailler énormément pour les écoles, en faveur de l'occidentalisation, disent-ils. Et en quoi correspond l'occidentalisation des petites filles? Madame Semach écrit « Les filles apprirent la couture, la broderie et se confectionnèrent linge, robes et manteaux. L'évolution marcha à grands pas. » On est donc très marqué 19e siècle. Il n'empêche que c'est à Bagdad que la famille Semach va rencontrer les premiers grands drames de son existence, puisqu'à cause d'une épidémie de choléra, successivement, l'un des enfants des Semach, âgé de 2 ans, va décéder. Et juste après, c'est l'une des sœurs de Oro Semach, qui était venue la rejoindre en Irak, qui va, elle aussi, mourir. Et alors, c'est d'autant plus dramatique que quand elle meurt, les Semach ne sont pas à Bagdad, mais sont en voyage pour aller vers Paris, pour passer de premières vacances depuis un certain nombre d'années, sont appelés en fait par le comité central de l'Alliance pour discuter avec eux. Et en fait, ce voyage va tourner court, puisque Oro Semach est obligé de rentrer en Irak, puis en Bulgarie, pour ramener le corps de sa sœur être enterré en Bulgarie.
Et donc là, évidemment, Yom Tov Semach, lui, continue son voyage à Paris, je vous passe les détails, mais en fait, le comité central leur dit gentiment, mais écoutez, vous n'avez pas fini de travailler à Bagdad, donc vous y retournez, et puis c'est tout. Là, évidemment, les Semach refusent catégoriquement d'y retourner, il va y avoir des négociations de plusieurs mois, le comité central leur écrit notamment, vous avez fait des miracles à Bagdad, le comité vous y maintient, point. Alors, ils demandent d'autres postes. Ils savent qu'il y a des postes vacants, notamment à Oran, en Algérie, l'un des seuls postes en Algérie. Mais là, on va leur dire non, parce que le poste a été apparemment promis à un autre. Et donc, on va leur proposer de retourner en Bulgarie, à Brousse cette fois-ci. Mais alors là, Yom Tov Semach n'est pas d'accord, parce qu'il dit c'est une ville de bigots, il faudra aller chaque jour au temple. Et il n'est vraiment pas religieux, vous verrez, ça va leur causer des problèmes d'ailleurs, ça ne lui convient pas du tout. Oro arrive à convaincre son mari en lui disant c'est peut-être une ville de bigots, mais le climat y est tempéré, on n'aura peut-être pas d'épidémie de choléra, ça serait quand même une bonne chose. Et donc, ils acceptent d'aller à Brousse. Alors évidemment, aller à Brousse dans ce temps-là, ça prend du temps. Ils sont à peine en chemin, ils sont arrivés à 50 km de Brousse, qu'un télégramme les interpelle en leur disant « Ah, ben non, finalement, ce n'est pas à Brousse que vous allez, c'est à Philippopolis. » Hop, on change de plan et on arrive à Philippopolis. Je ne sais pas comment ces instituteurs arrivaient à comme ça changer de plan toutes les 5 minutes, ça me paraît complètement... Pourquoi vont-ils à Philippopolis? Parce qu'il y a de gros problèmes en Bulgarie pour les écoles de l'Alliance. L'Alliance y est alors en but à des conflits extrêmement graves et lourds avec les sionistes, qui commencent à avoir leur propre réseau d'écoles et qui luttent contre l'Alliance. Il y a un vrai différend idéologique entre l'Alliance et les sionistes. L'Alliance veut que les Juifs restent sur place avec des droits de citoyens, etc., etc., mais restent sur place alors que ce n'est évidemment pas le but des sionistes qui parlent évidemment du Yishuv. Le problème, là où ça se complique, c'est que si le sionisme a tellement bien réussi en Bulgarie, c'est grâce à l'Alliance. Parce qu'en fait, l'Alliance, selon l'un des rapports qu'envoie Semach, a appris aux Juifs à redresser la tête. Et ils ont tellement appris à redresser la tête que maintenant, écrit-il, ils veulent leur propre foyer national et non plus être des citoyens de seconde zone en Bulgarie. Alors, les Semach vont œuvrer à Philippopolis, mais en gros, cela va être un échec qui n'est pas de leur fait, mais toutes les écoles en Bulgarie vont rapidement fermer à cause des sionistes. Il y a des conflits et le conflit est perdu par l'Alliance. Alors quand même, l'Alliance avait quand même du succès, puisque vous voyez là une photo au moment des Semach. Alors je pense que lui, c'est Semach, lui ou lui, je ne sais pas. Et alors, j'aime bien la tenue des deux rabbins qui sont visiblement les enseignants en religion. Et dans toutes nos photos, on voit à chaque fois la très grande différence d'habillement entre les profs envoyés par l'Alliance et les enseignants locaux. Donc on a vu qu'ils ont été à Bagdad, en Bulgarie. Et ben, une fois qu'il n'y a plus la Bulgarie, on va les envoyer ailleurs. Et là où on les envoie, ben, cette fois-ci, là encore, ils partent à Beyrouth. Rebelote, un long voyage, et ils arrivent au Liban. Et le comité central, pour les encourager, disons, leur écrit « Les écoles de Beyrouth ne sont guère favorisées. Il faut, pour y réussir, les qualités qui ont donné de si bons résultats à Bagdad. » Donc en fait, on ne leur permet pas de profiter de leurs premiers bons résultats, on les a expédiés en Bulgarie, on ne les renvoie pas à Bagdad où il n'y a toujours pas de directeur pour les remplacer, on les envoie cette fois-ci à Beyrouth. Alors à Beyrouth, la question se pose un petit peu différemment. Il y a 150 000 habitants, une très faible minorité est juive, 5 000 environ. C'est une communauté extrêmement disparate et très peu solidaire les uns avec les autres. Entre Ashkénazes, Séfarades, arrivés de telle époque ou de telle époque, il y a de lourds conflits, disons, au sein de la communauté. Il y a aussi un autre problème, c'est que l'Alliance, et c'est une spécificité au Liban et peut-être également à la Syrie, l'Alliance est concurrencée par les écoles privées catholiques. Et donc le premier combat, c'est d'arriver à faire venir les enfants juifs de Beyrouth dans les écoles de l'Alliance et plus dans l'enseignement catholique où ils sont alors. C'est assez intéressant parce que c'est notre président Marc Heisenberg nous dit que c'est l'un de ces combats
aujourd'hui, puisque d'après certaines statistiques, aujourd'hui, un tiers des enfants juifs sont scolarisés en région parisienne dans des écoles catholiques. Donc vous voyez, à un siècle de distance et quelques milliers de kilomètres, l'Alliance se pose toujours les mêmes questions. Alors je vous disais qu'il y avait des conflits, je ne sais pas si j'ai des photos de Beyrouth pour vous montrer, qu'il y avait des conflits au sein de la communauté. Il va y avoir tellement de conflits qu'en fait, Orosemar ne va pas tant diriger l'école qu'essayer de régler les problèmes au sein de la communauté en organisant des élections libres, les premières élections au conseil de la communauté, etc. Ce qui choque profondément les juifs de la ville qui ne vont tout simplement pas voter parce qu'ils se demandent encore pourquoi il y aurait besoin d'élire des dirigeants communautaires. Il y a une famille qui dirige la communauté depuis 3 siècles. Ça ne va quand même pas changer du jour au lendemain. Alors bon, néanmoins, ils vont travailler à Beyrouth et vous voyez un certain nombre. Donc là, c'est l'école de Beyrouth que je vous montre. Et ici, le personnel scolaire. Voilà, le personnel scolaire, à la fois des hommes et des femmes, des écoles de garçons et de filles. Autre photo, vous avez ici une classe de garçons. Et cette photo, alors vous ne la voyez pas très bien, mais c'est une photo que j'aime bien, parce que dans notre photothèque, nous avons avant tout des photos de classe. Alors des classes. Pour une fois, nous avons des enfants pendant la récréation. C'est l'une des seules qui a été prise. Et en fait, c'est intéressant parce que Yom Tov Semach, à peine arrivé à Beyrouth, alors je ne sais pas si c'est lui qui va prendre des photos ou s'il va les faire prendre par quelqu'un, mais en tout cas, ce sont des photos extrêmement anciennes, parmi les plus anciennes de notre fonds, et en tout cas les plus anciennes pour Beyrouth, puisqu'elles datent de 1909. Alors comme il commence à prendre du galon Yom Tov Semach au sein de l'Alliance, il est également chargé d'inspecter des écoles, et notamment les écoles où il y a des problèmes. Alors il va aller à Jérusalem, à Alep, parce que, écrit-il, il y a eu des conflits entre enseignants, et la conclusion de Yom Tov Semach est qu'il s'agit d'un ramassis de sottises et de potins. Et il va aller également à Damas, il va retourner à Damas, parce que là, en fait, il y a tout simplement une lettre anonyme des professeurs, donc pas si anonyme que ça, qui a été envoyée à Paris contre le directeur qui serait incompétent. Et là aussi, il est chargé d'essayer d'apaiser les choses. Alors c'est quand même une période compliquée à partir de ce moment-là pour les Semach, parce que l'Alliance, d'une certaine manière, les exploite et ne leur fait pas beaucoup de cadeaux. Notamment, il y a un de leurs fils, Robert, qui est arrivé à l'âge d'entrer à l'école normale. Et on dit au Semach, ah ben bien sûr, il est le bienvenu à l'école normale, à condition qu'il paye les frais de scolarité. C'est quand même le fils d'un couple d'instituteurs, mais on n'envisage pas la gratuité. Là, les Semach leur disent, on n'a pas de quoi. On dit, à ce moment-là, tant pis. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas entrer comme auditeur libre, étant donné que nous consacrons notre vie à l'œuvre, etc. Ah, il n'en est absolument pas question. Alors évidemment, c'est compréhensible, parce que si tous les professeurs de l'Alliance, ils étaient plusieurs centaines, avaient fait la même chose, l'Alliance ne s'en serait plus sortie, c'est évident. Mais c'est quand même quelque chose de marquant. C'est d'une certaine manière les relations, alors le mot est un peu dur, mais les relations un peu inhumaines entre le bureau de l'Alliance et les professeurs, qui vont faire que beaucoup de professeurs vont être relativement aigris. Alors là, les Semach commencent vraiment à en avoir marre, parce qu'en plus, cette pauvre Orosemach va avoir un blâme. Pourquoi? Non pas parce qu'elle est une mauvaise institutrice, mais tout simplement parce qu'elle a oublié un jour que c'était la Pâque juive, et qu'elle est allée manger dans un restaurant pas du tout cachère, ni à Pessah, ni en dehors de Pessah, et qu'elle a été tellement discrète qu'elle a été vue par des membres de la communauté qui se sont empressés d'aller cafeter auprès du bureau à Paris. Donc ça va entraîner encore un épisode assez pénible. Ah oui, non, un blâme, non, alors, attends, il faut être sérieux. Bien, ils sont à Beyrouth, on pourrait penser qu'ils y arriveraient, oui, mais là, non. Au Yom Tov Semach, on lui donne une nouvelle mission. Il est directeur de l'école de Beyrouth, et on va dire à sa femme qu'elle va diriger pendant 6 mois l'école des garçons de Beyrouth comme elle dirige l'école des filles, et on va envoyer son mari au Yémen. Alors, au Yémen, c'est un épisode bizarre dans l'histoire de l'Alliance. L'Alliance a eu volonté d'y créer des écoles pour toutes sortes de raisons. Elle ne va pas y arriver, mais le premier épisode, en fait, c'est Yom Tov Semach qui est envoyé pour savoir si il y a de l'intérêt à créer des écoles.
Donc il va passer, alors il est obligé, c'est toutes sortes de tracasseries administratives, il va passer par Constantinople, Istanbul, puis il va arriver au Yémen, et il va écrire une relation de voyage extrêmement précise de son séjour au Yémen. Donc je vais vous en citer quelques paragraphes, parce que là aussi, il avait une plume, vous l'avez déjà vu, mais il a une plume qui mérite qu'on le cite. Alors, il a un premier contact, il arrive à Sanaa, donc dans la principale ville du Yémen, et où il y a une très très grosse communauté juive. Et il écrit: de la conversation que j'ai eue avec les dirigeants de la communauté, il résulte que la fondation d'une école s'impose immédiatement. Le représentant de l'Alliance ne va pas être seulement l'éducateur de la jeunesse. Il sera le représentant de la communauté auprès des autorités, celui qui pourra intervenir auprès des grandes familles arabes pour faire cesser les avanies dont nos malheureux frères sont abreuvés. Les événements passés peuvent se reproduire du jour au lendemain. La révolte couve toujours sous la cendre et il faut que nos pauvres frères du Yémen aient un protecteur pour le jour du danger. Il arrive en fait au Yémen quelques mois après des incidents antisémites extrêmement violents qui ont fait des dizaines de morts. Alors il décrit au fil de sa correspondance, qui est extrêmement longue, la joie des habitants de Sanaa quand ils voient arriver un représentant de l'Alliance. C'est vraiment quelque chose qui les marque profondément. Il décrit aussi, alors voilà, vous le voyez en tenue pour le voyage avec le chapeau que j'adore, et ici, une porte dont je vais tout de suite vous parler, puisqu'il écrit: nous entrons en ville par la porte des Juifs, celle-ci, Bab el-Yehoud, c'est le quartier juif qui vient en premier. Une rue de plus de 60 mètres de largeur, des deux côtés, des maisons en terre percées d'une infinité de fenêtres minuscules. Aux portes, à ces fenêtres étroites, des groupes de femmes en chemise bleue de grossière toile, sur la tête, enserrées dans un capuchon noir, un mouchoir à carreaux. Elles regardent le cortège avec des mines effarées, curieuses. Nous nous engageons dans une ruelle, sale, puante, où traînent des chiens galeux. Bientôt, nous sommes devant ma maison. L'extérieur en est bien vilain. Les murs en terre non crépis présentent des lézardes affreuses. Quelques images qu'il ramène, alors donc des photos des Juifs du Yémen à l'époque, dont on voit effectivement les traces de la pauvreté, de la malnutrition, d'une santé visiblement défaillante. Et c'est... Mais le rapport de Yom Tov Semach n'est pas uniquement négatif sur le Yémen, puisqu'il écrit: eh bien non, malgré leur misère, leur air lamentable, je ne les trouve pas sauvages. Au contraire, à causer avec eux, on a une excellente impression. Ils sont intelligents et parlent de tout avec une réelle entente des hommes et des choses. Ils ne sont pas déchus. La vie matérielle étant assez facile, là ça m'a laissé rêveur, cette vie matérielle assez facile, ils ont le temps de se consacrer à la vie intellectuelle. Une grande partie de leur journée, comme de leur soirée, est employée aux prières, aux lectures pieuses, aux spéculations philosophiques et morales, et dans leurs yeux brille la lumière du savoir. En causant avec eux, je ne vois plus leur extérieur burlesque, leur état piteux. Je contemple la vivacité d'une intelligence qui s'est maintenue en dépit de 10 siècles d'ignorance et de dépression. Et il continue, mais là je voulais vous épargner cette dernière citation où il raconte en fait ce qui s'est passé dans les mois précédents à Sanaa, et du fait qu'il y avait 2 ans auparavant 5000 juifs à Sanaa, qu'on lui en annonce 2700 vivant encore dans la ville, et que lui, qui procède à un recensement extrêmement précis, n'en trouve plus que 400. Donc vous voyez, mais il est évident qu'aux yeux de la communauté, il faut gonfler les chiffres pour convaincre l'Alliance d'ouvrir une école. Alors pour toutes sortes de raisons, et là encore je ne rentrerai pas dans les détails, il n'y aura jamais d'école de l'Alliance au Yémen. Yom Tov Semach retourne à Beyrouth, mais n'a qu'une envie, c'est de changer de poste une nouvelle fois, d'aller dans des contrées un peu plus paisibles. Et également, il repose sa candidature en Algérie parce qu'en fait, la volonté du couple est de devenir des citoyens français. Ils veulent absolument obtenir la nationalité française, ce qui leur donnerait énormément d'avantages dans leur statut juridique, dans leur vie quotidienne, etc.
Et pour cela, quoi de mieux que de travailler dans un pays qui est français plutôt qu'au Moyen-Orient, même si la France y a de forts intérêts. Donc il se présente à Alger, mais là encore, c'est refusé par le comité central qui leur dit c'est quand même pas à vous de choisir votre destination. Donc on aurait pu vous donner Alger, mais étant donné que vous l'avez demandé, eh ben, on ne vous le donne pas et on va le donner à un autre. Alors Alger leur est refusé. Yom Tov Semar demande également sa nomination à la tête de l'école normale israélite orientale, et on la lui refuse aussi. Et alors, à comprendre une allusion d'un brouillon de lettres de Jacques Bigard, mais peut-être que je surinterprète les choses, on ne lui a pas pardonné les lettres qu'il avait envoyées quand il était à Sousse lors de son premier poste, où il expliquait qu'à Legno, on les formait mal en dessin et en musique. En tout cas, avoir la lettre, j'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit, mais je n'en suis pas sûr. Mais ça me paraît quand même vraisemblable vu l'excellente mémoire de Bigard. Donc on leur a refusé Alger, on leur a refusé Legno, on leur refuse également Salonique en Grèce, et finalement ils vont être envoyés au Maroc, à Tanger. Tanger qui avait déjà fréquenté Oro Semach au début de sa carrière, vous vous en souvenez, et ils vont passer cette fois-ci très longtemps à Tanger et au Maroc en général, puisque c'est là qu'ils vont finir leur carrière et leur vie. Alors ils sont nommés à Tanger en 1912, et là, ils décrivent, c'est assez intéressant, la vie juive à Tanger, très marquée par la séparation entre juifs espagnols, juifs protégés anglais, juifs, juifs arabes. En tout cas, une communauté qui est extrêmement divisée en clans qui ne se mélangent pas. Il écrit « Nous avons été bien reçus, mais en étrangers tenus à l'écart ». À la fois par les juifs originaires, les juifs marocains, disons, qui les considèrent comme étant des Français, et par les juifs espagnols qui les considèrent comme des sauvages. Donc ils vont quand même avoir beaucoup de difficultés à Tanger. D'autant plus que dans les écoles, cela se passe extrêmement mal, parce que décidément, ils n'ont pas eu de chance. On ne les a pas envoyés dans une seule école qui fonctionnait bien. En tout cas, il faut quand même que je le précise, c'est ce qu'ils écrivent. Ils ont quand même sûrement tendance à noircir le tableau pour montrer à l'Alliance combien eux ont bien travaillé contrairement aux autres. Mais dans les différents cas, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Alors, ils affirment qu'il y a des locaux scolaires détestables, un personnel incapable et indiscipliné, des élèves capricieux et gâtés, une communauté orgueilleuse et jalouse de ses droits. Tout ça. Quelques photos des Semach. Alors là, on les reconnaît côte à côte quand ils sont à Tanger, et le bâtiment de l'école qui a quand même l'air plutôt pas mal. Ils vont passer 14 ans à Tanger, et ça va être une lutte incessante de petits combats, de petites tracasseries avec la communauté qui ne les soutient absolument pas. Mais la petite histoire rejoint également la grande histoire, puisque arrive la Première Guerre mondiale, qu'ils vont passer en étant au Maroc. Mais Yom Tov Semar, d'ailleurs, va être mobilisé dans un bataillon territorial au Maroc, parce que j'ai oublié de vous dire, il vient d'être naturalisé français, et à peine naturalisé, il est envoyé combattre. Décidément, ils n'ont pas eu de chance, les pauvres, ils ont toujours joué le mauvais cheval. Et donc, il va être cantonné au Maroc, ce qui est une de leurs chances. Et donc dans ce bataillon territorial, il va en profiter, c'est à mon avis le premier, à faire un tour dans toutes les petites communautés du sud marocain où l'Alliance, 40 ans plus tard, créera des écoles. Mais donc il visite tous ces petits villages de l'Atlas où vivent des communautés juives. Alors, il y a la guerre, mais la guerre va toucher beaucoup plus directement leurs enfants, parce que l'un de leurs enfants, le fameux Robert qui avait été refusé à Legno, est mobilisé dans l'armée française. Et lui va carrément combattre en France, et donc ses parents témoignent d'une inquiétude très facilement compréhensible. L'action de Yom Tov Semach à cette époque est aussi culturelle, parce qu'il va fonder alors notamment une revue de littérature. Alors je pense que j'ai quelque chose, voilà, c'est ici. On les voit participer, je ne sais pas en quelle année, mais à un récital littéraire comme il l'appelle. Alors je crois qu'il a lieu à l'ambassade ou au consulat de Russie à Tanger, et on voit leur nom, si je ne me trompe pas, oui voilà, Madame Semach et Monsieur Semach qui jouent la muse et le poète dans un poésie d'Alfred de Musset, voilà.
Donc vous voyez jusqu'où allait leur culture extrêmement française et extrêmement pointue. Alors, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de cette pauvre Orossémar qui a les pires difficultés du monde, parce que là, à Tanger, elle commence vraiment à fatiguer, à la fois parce qu'en 18 ans, elle a déménagé 5 fois, et pas d'une ville à l'autre, elle a quand même traversé les continents, et elle doit se faire aux absences de son mari, qui de plus en plus est envoyé en inspection dans différentes villes. Ça a déjà été le cas au Liban, je vous en ai parlé, mais cela devient de plus en plus régulier au Maroc, et donc elle se retrouve à diriger l'école de garçons et l'école des filles. Mais à l'école des filles, malgré tout, elle arrive quand même à avoir de bons résultats, puisque régulièrement, elle écrit très fière au comité central que ses élèves ont réussi leurs examens, les brevets élémentaires, les brevets supérieurs, le certificat d'études primaires, qu'ils sont 15 filles et 16 garçons à réussir en 1919, ce qui est quand même excellent. Alors en plus, elle dirige les écoles de l'Alliance, mais pas seulement. Elle dirige également 2 écoles chérifiennes qui dépendent de la direction de l'instruction publique française. Je vous passe les détails, c'est extrêmement compliqué. Mais en gros, elle est à la tête de 3 écoles. Et puis elle reçoit, alors je vous avais parlé de la couture déjà une fois, mais là elle reçoit des instructions qui sont envoyées à tous les professeurs. Il faut créer des œuvres d'apprentissage pour les filles, pour qu'elles apprennent définitivement la couture, c'est extrêmement important. Et donc elle va faire un rapport extrêmement précis, elle met un budget, alors je vous le livre. Pour avoir donc un atelier de couture performant, il faut un appartement de 150 à 200 francs, une maîtresse de couture de 200 à 250 francs, une maîtresse lingère 150 à 200 francs, et pour un total de 500 à 650 francs. Et donc elle va le mettre en place. Et elle va publier, enfin elle va envoyer un long rapport, là je vous en ai mis que la première page, c'est tiré de nos archives, mais un long rapport sur l'apprentissage manuel dans les écoles de filles de l'Alliance. Elle y explique, je la cite, que la couture est une connaissance que doivent avoir l'ensemble des jeunes filles afin de bien tenir leur ménage. Il faut donc que cela soit un enseignement comme les autres, comme le français, comme les maths, qui ait au début de l'année son programme bien défini, et qui ne soit pas dispensé par une maîtresse de couture sans notion pédagogique, mais par une enseignante ayant de l'autorité. Et son but avoué est, dit-elle, d'arriver à la fin de la scolarité à avoir des filles sachant coudre aussi bien qu'elles savent lire et écrire. Voilà. Elle en profite, elle continue également ses œuvres de charité, parce que les Juifs, pour beaucoup, sont extrêmement pauvres à Tanger, et donc elle va créer toutes sortes d'œuvres sociales, avec ou sans la communauté, parce qu'elle a les pires tracasseries avec les dames de la communauté à Tanger. Cela donne là encore des épisodes tragicomiques. Pendant ce temps-là, Yom Tov Semar travaille, lui, comme directeur de l'école à Tanger, et donc notamment, il va faire réaliser les plans de la future école, puisque les locaux sont obsolètes. Donc il y a ça, mais il ne fait pas que ça, il est également en concurrence avec d'autres écoles, les écoles traditionnelles dirigées par les rabbins. Et là, il fait un rapport sur un Talmud Torah qui fonctionne à Tanger, qui donc lui fait concurrence et prend des élèves. Et il en dit pique-pente, je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais en gros, il dit qu'on ne leur apprend rien, qu'ils sont éduqués dans des conditions extrêmement difficile, c'est-à-dire, alors je ne sais pas exactement, mais en fait c'est être enfermé dans une pièce, assis par terre, à annonner des versets en hébreu en étant frappé par le rabbin, plus ou moins sympathique et en général relativement acariâtre. Oui, je sais, c'est normal, mais disons que l'Alliance, en tout cas, frappait les élèves, mais pas trop fort. Dans les écoles de l'Alliance, on essayait quand même de... mais on a quand même quelques traces de coups... Bien, il est donc directeur de l'école à Tanger, il va y rester un certain nombre d'années, mais là, il est quand même vraiment à l'apogée de sa carrière, et on s'aperçoit que le Maroc est quand même l'une des terres principales d'enseignement pour l'Alliance, et il va être nécessaire de nommer un délégué qui puisse servir d'interface entre l'Alliance, la direction à Paris, et les instituteurs au Maroc, parce que vous imaginez, c'est un système, je ne l'ai peut-être pas dit assez précisément, mais extraordinairement jacobin. Tout est centralisé et il faut référer de tout et pour tout à l'Alliance à Paris. Et donc ça prend du temps parce qu'il n'avait pas d'email. Et donc les courriers, on reçoit la réponse
3 semaines après, et quand il s'agit, est-ce que je peux engager cette prof, est-ce que je peux lui donner une augmentation, est-ce que je peux, est-ce que je peux, est-ce que je peux, cela pose des difficultés. Et cela pose notamment des difficultés parce que dans les années 20 et 30, l'Alliance, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est dans de grandes difficultés au Maroc. Alors, elle est en train de perdre toute son influence, elle a perdu toute son influence notamment avec la dislocation de l'Empire ottoman, création, indépendance de la Turquie, etc., nationalisation des écoles. L'Alliance va quitter la Turquie très vite, alors que c'était l'endroit, le pays principal où elle avait des écoles avant la Première Guerre mondiale. Elle va quitter, on l'a vu aussi, la Bulgarie, et donc c'est vraiment l'apogée des écoles de l'Alliance, c'est en 1914, mais alors après la Première Guerre mondiale, on est vraiment dans une période extrêmement complexe. Mais on l'est aussi au Maroc, et c'est assez bizarre puisque c'est l'un des pays où l'Alliance travaille, où il y a le plus de juifs, mais où malgré tout, on n'arrive pas à scolariser. Donc c'est pour ça que l'on décide de nommer le premier délégué de l'Alliance au Maroc en 1924. Comment dire? Alors, Yom Tov Semar va avoir deux difficultés principales. D'abord, le Maroc est protectorat français. Donc il faut négocier avec l'instruction publique qui travaille, l'instruction publique française qui travaille à Rabat. Et c'est principalement ce qu'il va réussir en signant, en étant l'artisan de convention qu'il va signer entre l'Alliance et la direction de l'instruction publique à Rabat, qui va permettre à l'Alliance d'avoir des moyens supplémentaires, d'être reconnue par le pouvoir protectoral et donc développer ses écoles. Mais d'abord, il faut en fait un directeur qui inspecte régulièrement, et c'est sa principale mission, qui inspecte toutes les écoles pour y remettre un peu de l'ordre. Et notamment en 1924, quand il fait sa première tournée, son constat est tout à fait alarmiste, puisqu'il décrit une misère absolument incroyable des communautés juives, mais pas seulement des communautés juives, également des instituteurs de l'Alliance qui, écrit-il, n'ont pas suffisamment d'argent pour s'acheter un minimum de médicaments quand ils sont malades, que pour toutes sortes de raisons, et la Première Guerre mondiale est passée par là, ça a été une période, le Maroc n'a pas été touché, mais ça a été une période de récession économique, évidemment liée au conflit. Les écoles tombent en ruine, il faut tout refaire, enfin c'est une période assez dramatique. Il va réussir plutôt bien à le faire, puisque l'Alliance, petit à petit, avec de nouveaux personnels, avec de nouveaux moyens, pour toutes sortes de raisons, va réussir à progresser, et le Maroc va devenir la terre principale d'exercice de l'influence de l'Alliance jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on ne le confine pas uniquement au Maroc, parce qu'en 1929, alors qu'il est quand même délégué de l'Alliance pour le Maroc, comme on n'a visiblement que lui sous la main, on va l'envoyer faire des missions en Irak, Syrie, Liban et Palestine. Là encore, il refait un tour du monde sur 6 mois. Pendant ce temps-là, vous me direz peut-être, qu'advient-il des écoles du Maroc? Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est un peu triste. C'est que pendant les premières années, comme délégué de l'Alliance au Maroc, Yom Tov Semar va rester à Tanger, où il dirige l'école, et Oro dirige l'école des filles. Mais rapidement, il explique qu'il faut absolument nommer que le délégué, en fait, travaille à Rabat, parce que c'est là qu'il y a l'administration protectorale, et il faut qu'il soit en contact permanent avec eux. On va donc le nommer à Rabat, mais arrivé à Rabat, cette fois-ci, il n'y a pas de poste pour Oro Semar. Alors, on lui dit, c'est facile, il suffit de virer l'actuelle directrice de l'école des filles de Rabat. Faites-le si vous en avez envie. Oro s'y refuse, évidemment. Et en fait, à cause de la position qu'occupe désormais son mari, elle va être contrainte et forcée, elle va d'ailleurs très très mal le vivre, elle est obligée de prendre sa retraite. Alors qu'elle n'en avait pas du tout envie, qu'elle aurait voulu continuer à travailler, qu'elle ne se sentait extrêmement bien à l'école. Mais en fait, elle va quitter, elle va être obligée, elle va être licenciée de l'Alliance. Ou plus exactement, mise en retraite à l'âge de 55 ans. Alors, mise à la retraite, c'est pas si simple, parce que quand son mari part dans ses différentes missions d'inspection, eh bien c'est elle qui va diriger les écoles jusqu'au début des années 30. Et elle ne fait pas qu'expédier les affaires courantes, elle va aussi lutter contre le pouvoir du comité central de la direction de l'Alliance pendant de nombreuses fois, à de nombreuses reprises. Et alors notamment, il y a toute une histoire à propos d'un instituteur en 1929 à qui l'on a imposé une retenue de salaire pour une raison inconnue, raison qu'elle trouve injuste, et elle va lutter pied à pied avec l'Alliance à Paris pour qu'on rétablisse le salaire de cet instituteur.
Et elle va continuer ses œuvres philanthropiques. Je vous l'ai dit, ça a été l'une de ses tâches principales tout au long de sa carrière, comme ce qui était le cas en général pour les dirigeants, pour les directeurs d'école de l'Alliance. Et elle va notamment créer une maternité en 1933. Elle l'a créée au printemps, au mois de mars. Et en fait, en août de la même année, elle décède à Rabat, alors qu'elle a à peine 60 ans. Et elle était malade depuis déjà quelques mois. Elle décède et la garderie prend immédiatement le nom de Madame Semar et va le garder pendant des dizaines d'années. Son mari est très frappé par la mort de son épouse, évidemment, et lui aussi va en fait mourir 8 mois après son épouse, alors que, si je ne me trompe pas, il a à peine 65 ans. Et donc ce sont deux instituteurs qui ont consacré toute leur vie à l'Alliance et qui décèdent vraiment relativement jeunes. Ils ont eu beaucoup d'épreuves dans leur vie. Et bon, en fait, vraiment, c'est ce qui est très marquant, c'est le fait qu'ils n'auront pas quitté l'Alliance dès l'âge de 6 ou 7 ans jusqu'à leur décès 60 ans plus tard. Alors, que retenir de ce parcours que j'ai essayé de vous rendre un peu vivant? D'abord que l'Alliance, dans tous ces pays, a œuvré avec beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie pour aider les populations juives. Elle a créé des écoles, mais elle n'a pas fait que ça. Elle a aussi eu un rôle extrêmement social, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, essayant de lutter contre la pauvreté, de lutter pour une meilleure hygiène. Et à travers l'histoire de l'Alliance, il ne faut pas croire que les instituteurs se contentaient d'apprendre le français aux élèves, ils faisaient bien plus. Ils faisaient bien plus avec des moyens extrêmement limités, parce que les moyens de l'Alliance étaient relativement limités, et surtout limités par rapport à la masse de travail qu'ils faisaient, qu'ils assumaient. Il est absolument incroyable de voir que plus de 180 écoles fonctionnaient pour des populations extrêmement pauvres et dont c'était souvent la première génération qui allait à l'école. L'Alliance a dû aussi faire face à un enthousiasme réel des populations qui voulaient que leurs enfants intègrent, les parents voulaient que leurs enfants intègrent les écoles de l'Alliance, mais également à beaucoup de conflits, faire face à beaucoup de conflits avec les directions communautaires. De deux ordres. Tout d'abord, une lutte souvent réelle avec les rabbins, parce que les rabbins se sentaient dépossédés de leur part de pouvoir, mais je pense que c'est une analyse qui est tout à fait juste et qui n'avait pas été faite avant, ou en tout cas pas exprimée de manière aussi claire. Georges Bensoussan, dans son dernier livre « Juifs en pays arabe, le grand déracinement », consacre beaucoup de pages à l'Alliance. Il a énormément travaillé dans nos archives, mais il explique en fait que ce qu'il appelle les petits rabbins, les rabbins locaux, luttaient effectivement pied à pied contre l'Alliance parce que l'Alliance leur retirait le peu de pouvoir qu'ils avaient, qui était d'éduquer les enfants et qui était finalement leur seule source de revenus. Mais par contre, les rabbins plus importants, les grands rabbins de ville, les présidents de tribunaux rabbiniques, on a beaucoup de cas, notamment dans des familles rabbiniques telles que les familles Sarfati au Maroc, vont, elles, être extrêmement favorables à l'Alliance. Au contraire, vont lutter pour que l'Alliance s'impose dans les différentes villes. Et cela tout simplement parce qu'eux comprenaient la nécessité de moderniser l'enseignement, de donner un enseignement beaucoup plus français, occidental. Ils voyaient en fait tout ce que la France pouvait apporter aux populations juives et ne s'arrêtaient pas à la situation transitoire qui était retirer aux rabbins un certain pouvoir. L'Alliance pour cela, pour arriver à ne plus être en but aux tracasseries des rabbins, va très régulièrement engager ces rabbins pour devenir des profs de religion, parce que, je le réaffirme encore haut et fort, on enseignait la religion juive dans les écoles de l'Alliance, peut-être pas de la même manière qu'avant, c'est peut-être tant mieux d'ailleurs de mon point de vue, mais en tout cas, il n'a jamais été question, en tout cas officiellement, de déjudaïser les populations juives. C'est plutôt le contraire qui s'est fait, et j'y vois cet exemple. L'Alliance a fait ce pourquoi les Juifs l'appelaient d'une certaine manière. En Maroc, en Tunisie, elle créait des écoles françaises parce que c'est ce qu'il manquait aux Juifs. Et en Algérie, elle n'a pas créé ce modèle d'école, mais plutôt des œuvres d'apprentissage et des écoles religieuses, parce que c'est ce dont ne bénéficiaient pas les Juifs d'Algérie. Autre point sur lequel j'aimerais conclure, c'est une historienne, Elisabeth Antebi,
avait parlé, si je ne me trompe pas, dans un livre de biographie d'instituteurs de l'Alliance, des missionnaires de l'Alliance, Jean-Claude? Les missionnaires juifs de la France, merci. Et c'est vraiment le terme missionnaire qui leur convient le mieux, parce que ces malheureux ont travaillé dans des conditions abominables. Ils ont travaillé dans des communautés, je l'ai dit, qui leur étaient hostiles. Il fallait apprendre une langue qui n'était pas la langue maternelle aux enfants. Il fallait leur enseigner toutes sortes de matières dont ils n'avaient absolument aucune idée. C'était un enseignement français. Et imaginez ce que cela représente pour des petits Irakiens ou des petits Marocains d'apprendre la géographie de la France métropolitaine et notamment tous les fleuves, les affluents, etc. etc. Ça a été très difficile pour les enseignants qui ont fait preuve d'un courage absolument extraordinaire. Ce qui est d'autant plus marquant pour ce couple Oro et Yom Tov Semar, c'est qu'ils ont fait toute leur carrière à l'Alliance, qu'ils y sont restés malgré les difficultés, malgré les drames, alors que beaucoup d'instituteurs, au bout de 4-5 ans, quittaient l'Alliance, les hommes parce qu'ils trouvaient un autre métier, pas dans l'enseignement, mais qui était mieux payé, et les femmes qui, en général, après leur mariage, devaient élever leurs enfants et donc renoncer à leur carrière d'enseignante. On en a comme ça des dizaines et des dizaines. C'est un processus tout à fait statistique quasiment pour la plupart de nos enseignants. Eux sont restés. Oro Semar est resté tout le long de sa carrière. Elle aurait voulu encore continuer. Et finalement, c'est l'Alliance qui l'a forcé à prendre sa retraite. Pour revenir une seconde sur l'objectif qu'on avait à travers cet atelier tel que je l'ai conçu, puisqu'on en approche bientôt de la fin de cette première année, mon objectif était de présenter l'histoire des Juifs que j'appellerais séfarades de manière assez innovante, non pas à travers les événements, mais à travers des parcours individuels, parce que je pense que c'est une bonne manière de faire découvrir l'histoire. C'est de plus en plus à la mode. Vous savez bien qu'aujourd'hui, quand on raconte l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, des conquêtes napoléoniennes, on ne va plus parler bataille après bataille, mais on va se consacrer sur le parcours d'individus. Et je pense que c'est extrêmement important en tant qu'historien pour moi, parce qu'au-delà des dates, des événements marquants, de l'histoire politique, etc., il faut tout simplement essayer de penser à la manière dont vivaient les gens, nos ancêtres, la manière dont ils ont vécu, la manière dont ils ont vécu au quotidien, la manière dont ils ont vécu face à la grande histoire et face à ce qu'ils devaient subir et qui les dépassait de loin. Et c'est une manière comme une autre, je pense, de remettre un peu de chair dans l'histoire des Juifs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, ce que j'espère avoir réussi. Et donc si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous raconte encore des épisodes absolument dramatiques de la vie des Semar dans leur correspondance avec l'Alliance, n'hésitez pas. Alors ça a été uniquement le cas après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est quand même 90 ans après la création de l'Alliance. Ça a mis du temps, c'est vraiment, et c'est une période tout simplement, voilà, c'est ça, c'est cette dernière période-là, et c'est aussi tout simplement parce que très rapidement, avant la Seconde Guerre mondiale, l'Alliance est dans des dizaines de pays. Après la Seconde Guerre mondiale, finalement, très rapidement, elle va être, bon, un petit peu effectivement au Moyen-Orient encore, mais relativement peu, mais elle va être principalement au Maroc, en Israël. Donc ce ne sont plus du tout les mêmes conditions, et puis l'Alliance a changé, les moyens de communication ont changé, la politique de l'Alliance ont changé. Mais vraiment, pour les 90 premières années, c'est vraiment un parcours du combattant. Oui, madame? Alors, ils ont eu d'autres enfants, si je ne me trompe pas, 3 ou 4, je ne sais plus, 3 ou 4 survivants, qui ont tous vécu en France, qui ont fait leur carrière en France, et notamment donc l'une d'entre elles, Madeleine Oyo, qui a beaucoup travaillé, Oyo c'est son nom d'épouse, qui a beaucoup travaillé sur la vie de ses parents. Et notamment l'une des sources qu'elle a utilisées, c'est la correspondance qu'elle avait avec sa mère ou que son frère avait avec leur mère, alors que les deux enfants étaient déjà à Paris. Je pense que l'un des fils est devenu médecin, notamment, tandis que leurs parents restaient au Maroc.
Alors Madeleine Oyo, on a très peu de renseignements parce qu'en fait c'est quand même ce qu'elle a écrit et avant tout une œuvre à la gloire de ses parents et c'est facilement compréhensible. Le fait même qu'elle ait voulu écrire cette histoire, ce qui est resté à l'état de manuscrit, mais pour lequel elle a vraiment beaucoup consacré de temps, montre combien, à mon avis, d'abord elle a été marquée par l'Alliance et les enfants d'instituteurs ont été très marqués par l'Alliance. On a aussi le cas alors, de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, Stella Baruch, pédagogue des mathématiques, dont les parents ont été enseignants à l'Alliance, et qui a écrit un livre, Naître en français, où naître en français, c'est très intéressant, alors qu'elle est née, c'est au Liban qu'elle est née, Jean-Claude, ou en Iran, pardon, oui. Elle est allée après au Liban, à Yezd, voilà. Et ils ont tous visiblement été très marqués par l'Alliance, par la culture française. L'Alliance était vraiment... Stella Baruch, à un moment, m'a dit, quand ma mère écrivait à l'Alliance, elle écrivait comme on écrirait à l'archevêque, au président. Écrire à Paris, c'était vraiment... Donc l'Alliance les a profondément marqués. Si Madeleine Oyo a écrit ce témoignage, c'est avant tout, à mon avis, parce qu'elle trouvait que l'Alliance n'avait pas suffisamment glorifié l'œuvre de ses parents. J'ai oublié un détail important. L'une des principales écoles de l'Alliance à Casablanca a porté le nom de Semar jusqu'à ces derniers. Porte toujours, oui, voilà, c'est une école primaire aujourd'hui, mais elle porte toujours le nom de Semar, qui est vraiment une figure marquante de l'Alliance au Maroc. Pour ce qui est de leur propre témoignage, finalement, elle n'en dit rien. Mais on peut quand même conclure certaines choses. Les enfants ont été élèves de ces écoles. Et je pense qu'être élève dans l'école que dirige son père ou sa mère, ce n'est pas toujours évident. Ils ont été brinque-ballés d'un pays à l'autre. Je suppose qu'ils l'ont plutôt mal vécu, mais je n'ai aucune précision. Là, pour le coup, vraiment, on n'a aucun détail. Le fait est néanmoins que dès qu'ils l'ont pu, à 18 ans, ils ont décidé de s'installer en France. Ils ont fait leur vivre en France alors que les parents restaient au Maroc dans le cadre de leurs fonctions. Et on peut noter aussi que contrairement à d'autres familles où il y a quand même des dynasties d'enseignants alliance, aucun des enfants Semar n'a eu envie de devenir instituteur. Donc on peut en conclure que même s'ils admiraient profondément, je pense, l'œuvre de leurs parents, mais qu'ils n'ont pas eu vraiment envie de faire la même chose. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Alors prenez à l'entrée pour les prochaines manifestations. On a un mois de juin extrêmement chargé.